Alors, aujourd'hui on va parler du PIB. Mais le PIB c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme? Et je propose que ce soit la chef qui nous dise qu'est-ce que ça veut dire le PIB. Alors donc ça veut dire le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Alors je suis pas vraiment la chef, hein, on est plusieurs organisateurs et on bosse tous très dur, je précise. Donc Booktubers App c'est une application qui référence en fait les booktubers et les blogueurs littéraires. Et on a décidé de faire un prix qu'on a organisé donc à partir de l'année dernière, en septembre environ. Et depuis, l'aventure a très bien pris. Et voilà. Donc je vous présente donc Céline qui gère l'application Booktubers App que vous trouvez sur toutes les plateformes qui recense les blogueurs, les booktubers, donc les gens du livre qui aiment les livres, qui les dévorent, qui les commentent, les critiques et les chroniques. À côté d'elle, on a Sangile qui est autrice et chroniqueuse et jurée pour le PIB. Voilà. C'est bien, j'ai bien résumé. Parfait. Et à côté, on a donc Ariel Holz et Estelle Faye. Oui. On a l'impression que je vous marie. Et Estelle Faye, donc, qui sont tous les deux nommés pour le prix et finalistes de ce prix de l'imaginaire. On a souhaité, en fait, avec les Aventuriales, mettre un peu en avant ce prix qui est un prix de lecteur. Donc on trouve ça important que les lecteurs aient un peu voix au chapitre dans ces prix. Des fois, ils sont un peu snob et un peu lointains de nous. Et un prix de l'imaginaire, ben forcément, c'était pour nous. Donc du coup, je me suis rapprochée de Céline et on s'est dit qu'on allait faire un petit topo là-dessus. Aujourd'hui, on va donc parler d'abord du prix. Tu nous as expliqué un petit peu la genèse. On va peut-être rentrer un tout petit peu dans les détails. D'où est venue l'idée, déjà, de ce prix? Alors c'est une blogueuse booktubeuse qui est venue m'en parler, comme elle savait que j'avais déjà fait des projets avec les influenceurs. Et ensuite on a commencé à mettre en place, à chercher d'autres personnes pour organiser tout ça. Et c'est comme ça que c'est parti en fait, c'est de cette idée de vouloir donner la parole en fait aux lecteurs qui étaient aussi influenceurs sur Internet. Voilà, donc le prix, l'avantage c'est que c'est vraiment les jurys qui décident de quel livre on va mettre dans le prix et c'est ce qu'on trouvait le plus important en fait. Et justement, Sanjit, je reviens à l'histoire des jurés. Comment tu as vécu le truc toi en tant que juré? Qu'est-ce que tu as fait exactement, etc. pour ce prix? Alors, ce qui était passionnant, c'est que justement c'est nous qui proposons les livres et après il y a une présélection et du coup ça permet de découvrir plein d'auteurs, de livres que je n'aurais certainement pas regardé ou lu, pris le temps de m'arrêter dessus. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce prix. Donc comme on disait, c'est vraiment la parole au lecteur et ouais, c'est tout à fait, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que dans les finalistes, il y en avait un que tu avais vraiment accroché? Est-ce que c'était un que tu avais vu? Alors là, j'ai deux coups de cœur, donc j'hésite encore. J'ai pas encore voté, je me laisse jusqu'à demain. Voilà, pour réfléchir et voter. Dernier carat, quoi. Ouais. Dernier moment. Ouais. Et du coup, je reviens sur Céline. Au niveau de l'organisation pure, ça a dû être compliqué quand même tout ça. Alors c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'on a décidé en fait de vraiment mettre en avant toutes les chroniques qui sont faites en fait pour tous les livres. Et donc on a créé un site internet exclusivement pour le prix littéraire et on a repris, point de vue informatique, je parle, on a repris le système de Booktubers App, c'est-à-dire on référence directement les articles et les vidéos sur les livres directement sur le site, c'est automatique. Voilà. Et donc en fait on met en avant notamment les finalistes et on a organisé énormément de choses. Donc oui, c'est beaucoup de travail parce qu'il a fallu déjà chercher, prouver que c'était intéressant et que les jurys auraient leur voix. Ensuite on a organisé beaucoup d'interviews où justement ils ont eu chacun, je crois, je ne sais plus si c'était eu des interviews, mais en tout cas il y en a eu 35. Et tout le long de l'année on a eu des grandes organisations de projets autour de ce prix pour en arriver à la fin aux lectures obligatoires donc des finalistes. Et demain est le dernier carat pour voter.
Il y a tout le monde qui se font au dernier moment, hein. C'est normal. Oui, il y en a beaucoup. Et justement, je vais juste passer un tout petit peu la parole aux finalistes. Et qui veut commencer? Bon, bah allez, Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce prix-là, comme ça, au débeauté? Bah, déjà que c'était une très bonne initiative. Et en plus, disons, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées. Je vois depuis que je suis auteur, en plus, dans les genres de l'imaginaire, en gros, fantastique, fantasy, SF, enfin, je pense qu'on est beaucoup aimé ici. L'importance vraiment des lecteurs, l'importance du bouche à oreille, et notamment sur Internet, où on a très peu de presse généraliste, avec des gros guillemets, enfin, on n'est pas dans les journaux papier, on n'est pas à la télévision, mais par contre, on a des vrais lecteurs qui parlent sur Internet et qui parlent en étant des vrais passionnés. C'est-à-dire, ils ne vont pas parler d'un livre parce que ça fait bien ou parce que tel ou tel a dit qu'il fallait absolument en dire du bien. C'est vraiment, on sent que c'est une passion qu'ils vont partager, on sent qu'ils ont une grosse culture aussi derrière, que c'est vraiment des gros lecteurs, ils lisent beaucoup plus que moi, j'ai un peu honte. Et voilà, et là, c'est vraiment cette sphère Internet que je vois représenter et je vois tout ce qu'elle a fait pour mes livres. Et en plus, pour la petite histoire, donc là, c'est Seigneur de Bohème qui est finaliste. Au départ, c'était vraiment un one-shot, je le jure. Simplement, il a eu un tellement bon accueil des lecteurs et surtout un tellement bon retour sur Internet alors que c'est un petit peu un pavé, il a eu un super bon démarrage. Il y a une super bonne énergie autour dès sa sortie qui fait que, alors que ça devait être un one-shot, quelques mois après sa sortie, on se lançait dans un deuxième roman dans le même univers avec l'éditeur que je suis en train de finir en ce moment. Je dois envoyer le manuscrit la semaine prochaine, je vous les cerne. Mais voilà, et ça, c'est rendu possible grâce à tout ce bouche à oreille là, voilà, dont vous êtes vraiment des représentantes émérites. Et pour finir, j'aime beaucoup aussi un truc dans la sélection, c'est qu'elle est très variée, elle représente vraiment la variété de l'imaginaire. Parce qu'on est des littératures où les gens qui ne connaissent pas disent souvent c'est un peu cliché, c'est un peu toujours les mêmes choses, alors que là, ne serait-ce qu'entre le livre d'Ariel et le mien, il y a un univers, quoi. Et puis donc, voilà, enfin, il y a des toutes petites maisons d'édition, comme des vraiment grosses, il y a de la fantaisie, du fantastique, d'autres choses, enfin, il y a toute cette variété-là, il y a du young adulte, de l'adulte, et elle est vraiment bien présentée. Et juste, du coup, j'interviens pour poser une question à Ariel, comme ça. Non, c'est pour Ariel. Et justement, Estelle évoque le fait que, voilà, il y a des mondes différents, et justement, tout un monde complètement différent de celui d'Estelle. Et avec le prix, est-ce que tu as vu des lecteurs venir en plus? Est-ce que tu as eu plus d'opportunités? Ou c'était trop diffus pour que tu le sentes Alors, comme l'a dit Estelle, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se passer des réseaux sociaux pour tout ce qui est bouche à oreille dans le milieu de la littérature, surtout que moi, je ne viens pas d'une très grande maison d'édition, donc voilà, c'est particulièrement important. Et oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de lectrices, beaucoup de lecteurs qui sont venus en salon, qui m'ont dit j'ai entendu parler de vous grâce au prix, comme ils auraient pu l'entendre par une influenceuse, une booktubeuse, voilà. Et oui, effectivement, il y a des retombées positives. Pour revenir encore une fois sur ce que disait Estelle, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est donc la sélection très éclectique, le fait que soit confronté dans le carré final, donc parmi les 7, à des New Yorker best-sellers qui vendent à plus d'1 million d'exemplaires, et puis nous qui sommes là, donc c'est assez satisfaisant pour l'ego, c'est très sympathique de voir que ça plaît quand même. C'est pas parce qu'on n'est pas forcément américain ou anglo-saxon que ce qu'on écrit n'est pas lu dans l'imaginaire. Et puis aussi, c'est là de façon un peu plus sur le travail d'écriture lui-même, c'est d'avoir cette masse de critiques justement qui sont structurées par le fait de devoir voter pour un choix final. Ça permet, on peut aller voir ses propres critiques, c'est très sympa, c'est des propres vidéos, mais ce qui est plus intéressant pour moi, c'est de comparer sur la même booktubeuse par exemple, sa vidéo de mon roman avec celle des autres finalistes, et de voir qu'est-ce qui lui a plu dans l'un, quelle est la comparaison. Ça permet un peu de comprendre comment on pourrait améliorer son prochain roman. Donc voilà, pour moi, ça t'apporte importance, ça aussi. Je rebondis dessus, encore une fois. Je voudrais dire que c'est vrai que quand on lit en fait une lecture comme ça pour nous faire plaisir, on a moins l'aspect du détail.
Et c'est vrai que lors du prix, ça a été pour beaucoup de lectrices en fait je dis lectrices, mais il y a aussi des hommes, hein, attention, ça a été beaucoup comment je vais faire, parce que là c'est vrai que c'est un prix de l'imaginaire, on ne peut pas dire voilà, je vois quelqu'un d'ailleurs voilà, c'est dans l'obligation de se dire bon attention, là on est dans le cadre d'un prix et donc on pousse un petit peu notre lecture avec l'analyse que ça nous oblige à avoir. Et c'est vrai oui, complètement. Ça reste des réactions un peu moins épidermiques. On va moins avoir de j'ai beaucoup aimé, c'est génial, ça va être j'ai beaucoup aimé parce que. Voilà. On prend des notes. Oui. J'imagine que vous avez donné une grille finale. Non, alors on a laissé vraiment libre chacun de. D'ailleurs, on découvre nous-mêmes sur le site directement les chroniques, les vidéos, les articles. Et c'est vrai qu'on se hâte d'aller voir et de lire pour se dire ah oui, effectivement, moi aussi j'ai ressenti ça, etc. Et c'est vrai qu'on va plus dans le détail. Voilà, c'est le côté détail qui est, pour moi, qui a été très fort en fait dans ce. Même si on a organisé le prix, mais je veux dire que nous, en tant que jeu, aussi, on l'a vécu. On pense quoi, on était d'accord avec Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on lit pas pour se faire plaisir vite fait. Là, on s'investit plus dans l'histoire. On est plus à prendre des notes, en tout cas moi, pour me rappeler d'une phrase, un mot-clé qui m'a vraiment plu, pour mettre en avant dans la chronique. Ouais. Et du coup, je reviens à cette histoire de détail. On sent que c'est bien un prix de lecteur, on est d'accord. Et tu parlais du fait que vous découvriez les chroniques en même temps que tous ceux qui se consultent le site, en fait, c'est ça? Et du coup, ça fonctionne comment? Un peu de technique. Au point de vue informatique, c'est en fait mon conjoint qui s'occupe informatiquement, qui a créé le site. En fait, il récupère une partie de Booktubers App, donc de notre base de données, et on a un système de code. On met des hashtags PLIB 2018 pour le PLIB 2018 là, et le hashtag ISBN donc avec 13 chiffres. Et en fait, ça se fait automatiquement parce que je sais qui est juré dans ma base. Voilà. Donc c'est vraiment au point de vue technique, c'est mon mari qui s'en occupe. Et toutes les chroniques en fait se retrouvent sur chaque page de livre et dans son ensemble. Et c'est vrai que on nous prévient pas en fait quand ça sort, donc on découvre au fur et à mesure et on se dit elle a aimé, elle a pas aimé, voilà. C'est un peu comme ça. Du coup, j'imagine que ça doit être, comme tu disais Ariel, ce côté assez enrichissant de découvrir des lectures qu'on n'aurait pas forcément lues, même en tant que sélectionné finalement, de découvrir d'autres auteurs, etc., d'autres univers. Alors effectivement, oui, il y a cet aspect d'une part, et puis aussi de découvrir des chroniques qu'on n'aurait pas forcément retrouvées, parce que j'ai beaucoup aimé la page qui agrège toutes les chroniques sur le site du PLIB, parce que parfois c'est compliqué d'être au fait de... Savoir les bonnes références. Voilà, et effectivement, au niveau des lectures qu'on n'aurait pas forcément rapprochées de son propre travail, ça permet un peu d'étendre son point de vue. Et alors, un truc que tu as dit aussi tout à l'heure qui m'a un peu interpellée, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au final ce prix, donc il est éclectique, on a compris, avec une sélection très variée. Et c'est aussi intéressant parce que il n'y a pas que des New-Yorkers best-sellers, il y a aussi des Français. Et c'est vrai que dans certains prix, on ne les voit pas trop, les Français, surtout les prix de l'imaginaire, il y en a des purement français, il n'y a que des auteurs français. Il y en a où c'est un peu mélangé, mais on ne les voit pas trop. Et là, c'est vraiment... j'ai l'impression que la sélection, elle est s'équilibrer finalement entre eux. Qu'est-ce que t'en penses, Céline ? Il y a 4 Français de mémoire, 4 Français et 2 Américains. Il y a par contre un grand équilibre du point de vue femmes et hommes. C'est un très bon ratio. Voilà. Il y a 4 et 3 femmes, donc 4 femmes et 3 hommes. Du coup, c'est un prix presque paritaire. Vraiment aussi, le truc qui m'a touchée, c'est peut-être en tant que lectrice, on a une grande richesse de maisons d'édition en France aussi. Et là, de voir que cette richesse de maisons d'édition-là était représentée, qu'il n'y avait pas les maisons d'édition qu'on va retrouver à plein d'endroits parce que c'est celles qui ont un peu le plus pignon sur rue, quoi. Mais qu'il peut y avoir de la maison d'édition qui depuis est devenue référence dans son domaine comme le Chat Noir, mais qui n'a pas la force de frappe par exemple Shades of Magic.
Ouais, de l'humaine. Oui, de l'humaine, oui. Voilà, de voir qu'il y a Rebelle qui, mine de rien, voilà, enfin, qu'on ne croise pas vraiment en librairie, mais quand je les croise en festival, ils ont une très très grande palette, et de voir qu'eux aussi peuvent être là, ils peuvent être représentés et tout. Ça donne une vision du lectorat en plus qui est... On voit des lecteurs curieux, on voit des lecteurs qui ne vont pas s'arrêter au fait qu'il y a une grande force de frappe, qu'il y a une grande force donc commerciale derrière, mais qu'avant tout, il y a des maisons qui font un vrai boulot de qualité, un vrai boulot de recherche. Et ça fait super plaisir parce qu'en tant que lectrice, c'est aussi ça que j'adore dans le paysage qu'on a en France, c'est qu'on a des maisons de toutes les tailles où on peut trouver des bouquins énormes et des coups de cœur partout, quoi. Et ça, c'est vraiment bien présenté. Oui, c'est vrai que la phase de présélection est assez importante parce qu'en fait, chaque juré propose 3 titres. Donc ça peut être n'importe lesquels, et à partir du moment où le livre est cité une fois, il est dans la présélection, donc il n'y a pas besoin de voter 20 fois pour lui. Et ensuite, bon là, l'année dernière, on avait fait un peu, c'était un peu trop gros, on est passé de 88 titres à 7. Cette année, on a décidé de changer, on passe de 88 titres, enfin de 88, ça sera peut-être une centaine, je pense, environ, à 20 titres, en fait, il y aura une phase intermédiaire. Et c'est vrai que en fait, les jurés qui sont du 18 sont déjà en train de chercher des titres qui ne sont pas très connus, en fait, pour les mettre, justement. Alors même si ils sont peut-être pas finis, je n'en sais rien, on verra quand tout le monde aura voté, mais au moins, on en parle, voilà, on les met en avant comme ça aussi. C'est justement, j'entends là-dessus, c'est un des seuls prix actuellement où on a une représentation aussi diverse et variée de l'édition française en imaginaire. Avec, et je pense aussi, c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire cette conférence aux aventuriers, parce qu'on a aussi à cœur, comme le disait le président pendant l'inauguration, de mettre en avant aussi les petites maisons qui n'ont pas forcément, ou les moyennes, les moyens d'avoir un diffuseur ou l'envie d'avoir un diffuseur en librairie et qui peuvent rencontrer leurs lecteurs à travers des événements, ou à travers des événements aussi numériques, donc, avec une sphère plus... diffusé parce que bon, malgré tout le salon ça reste régional alors qu'internet on est dans l'international donc du coup, même si bon on va dire il n'y a pas trop les Américains qui viennent voir nos sites français, hein, on est d'accord, mais quoique il y en a quand même. Et du coup je reviens là-dessus aussi est-ce qu'il y a des consignes pour les jurés en particulier, ou est-ce qu'ils sont libres de proposer ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il y a des contraintes sur les propositions? Et est-ce qu'il y a contraintes pour être juré? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être juré déjà? Il faut tout simplement s'inscrire, il faut être influenceur littéraire, donc avoir un blog. Maintenant on ouvre un Instagram ou une chaîne YouTube. Donc c'est pas non plus, on ne demande pas en fait qu'il y ait de quantité d'abonnés, donc vous pouvez même ouvrir un blog juste pour ça, si vous avez envie, il n'y a pas de souci. On vous acceptera. On a eu l'année dernière des incertitudes sur certains jurys qui ne lisaient absolument pas d'imaginaire et qu'on savait, qu'on connaissait, qui ne lisaient pas d'imaginaire. On ne les force pas à stopper, on leur dit juste attention, c'est bien un prix d'imaginaire, donc il faut savoir quand même lire les 7 livres à la fin. Mais sinon, voilà, on ouvre la porte à tout le monde. Pour ce qui est de cette année, pour les livres qui seront en présélection, par contre, ce sera que francophone. On a décidé. Ça y est, vous avez resserré les taux. On a resserré tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que durant toute la phase de présélection, les jurés eux-mêmes ont été fâchés de ne pas mettre en avant plus la littérature française. Ce qui fait qu'on a décidé donc, voilà, de nous simplifier la vie. Puis je dois dire que c'est quand même, bon, même si Lee Schwab, donc pour lui-même, pour Shade of Magic, a eu une interview, on a eu la chance d'avoir une interview d'elle pour le film, mais c'est beaucoup plus compliqué de voir les Américains, de les avoir avec nous pour les finalistes et pour la remise de prix. Et c'est vrai que les jurés ont préféré s'orienter sur du francophone. Donc on a dit, on se lance cette année sur le francophone. Mais voilà, c'est une très bonne idée. pour cette raison. Voilà. Après, voilà, je pense que les jurés sont vraiment libres, ils proposent les titres qu'ils veulent. Par contre, il faut que ce soit donc, de 2018 pour le prix de 2019. Du coup, il y a des dates butoirs, je suppose, au niveau de la sortie, ou c'est juste toute l'année? C'est toute l'année. Même s'ils n'ont pas été lus, vous pouvez les proposer. Ensuite, il faut que ce soit donc francophone, un premier tome ou un spin-off. On avait évité de mettre le troisième tome d'une pentalogie parce qu'il y avait des devait être un seul tome. Je le jure, ça l'était. Mais il y a beaucoup de
jury qui seront très ravis de voir qu'il y a la suite qui arrive. Et voilà, c'est tout approximativement. Après, nous, on fait le gros travail derrière pour vérifier tout ça. Et on fait la liste et ensuite... voilà. Et alors l'équipe de base du PLIB, enfin plutôt les on va dire administrateurs, c'est qui du coup? Alors donc vous avez Pauline de la chaîne Patatra, qui est une youtubeuse. Vous avez Hélène Titel, qui devait être là, oui. Qui est blogueuse et booktubeuse. Et moi et mon mari. Voilà. Les 4 piliers. Voilà. Voilà, alors c'est plus, je ne veux pas le cacher, c'est plus les filles qui bossent. Parce qu'en fait, mon mari, s'occupant que de la partie informatique, c'est pas tous les jours qu'on a besoin de changer quoi que ce soit sur le site. Mais heureusement. voilà. Oui, heureusement, parce que ça serait un peu dur. Donc voilà, c'est plus nous trois qui nous concertons, je dois dire tous les jours, plusieurs heures par jour. C'est l'excuse pour papoter, ça, non? Non. Et moi j'ai bien envie qu'on parle de nos finalistes un petit peu, parce qu'ils sont là sur la table ronde, ils vont pas se tourner les pouces, ils vont parler un petit peu aussi avec nous. Et alors, Ariel, tu nous expliques un peu? Qu'est-ce que c'est les Sœurs Carmine? Alors, les Sœurs Carmine, donc en genre, c'est du young adult, de l'urban fantasy, donc, dans un univers victorien. On compare ça souvent à l'univers de Tim Burton, je trouve que c'est une comparaison assez satisfaisante, mais effectivement, c'est pas mal inspiré. Donc, c'est 3 sœurs dont la mère a disparu et qui essayent de survivre dans une ville qui s'appelle Grisaille. Grisaille, c'est une ville un peu particulière puisque tout le monde dans cette ville est plus ou moins un peu un psychopathe. Tout le monde s'entretue pour un oui, pour un non, et il y a plus de 250 cimetières parce que tout le monde n'arrête pas de mourir. Et des fantômes qui se baladent un peu partout, les conséquences de tous ces meurtres. Et c'est une ville, Londres du 19e et de Paris du 17-18e siècle, pour tout ce qui est le côté aristocratie et noblesse. En fait, il y a des familles nobles qui se disputent le trône de la ville. Et dans ce premier tome, on va suivre la sœur du milieu parmi ces 3 sœurs, qui s'appelle Mérivert. Et elle, c'est Montanlaire. Montanlaire, c'est une cambrioleuse qui est spécialisée dans les cambriolages de manoirs par les toits. Et à la suite de son dernier cambriolage, qui se passe d'une façon assez catastrophique, elle va se retrouver avec pour seul butin une petite cuillère en argent, qui ne vaut pas grand-chose malheureusement, même si le métal est plutôt sympathique. Et ce qu'elle ignore, c'est que cette petite cuillère est très importante pour toutes les familles aristocratiques de la ville. Et elle se retrouve mêlée au cœur d'un complot en fait pour le trône. Et elle va devoir s'enfuir et survivre contre toutes ces familles qui vont essayer de récupérer la petite cuillère. Donc voilà. En gros, c'est ça. Et elle a surtout donc une grande sœur de 19-20 ans. Donc, la première qui s'appelle Tristabel, qui est une beauté très clairement sociopathe. Et elle est complètement dans la logique de la ville, comparée à Mérivert, qui elle est une héroïne plutôt déviante par rapport au reste de la ville, puisqu'elle a une moralité. Et elle n'aime pas trop tuer les gens, même si ça lui arrive accidentellement parfois. Et la petite dernière, qui elle s'appelle Dolorine, qui a 8 ans, et qui a la particularité de pouvoir voir les fantômes, et surtout qui est accompagnée d'une poupée qui, à l'instar du reste de la ville, est elle aussi psychopathe, qui est sans doute son amie imaginaire, ou peut-être que c'est la partie psychopathe de Dolorine qui lui parle tout le temps et qui lui dit de faire des bêtises, comme de mettre le feu aux robes de ses sœurs ou de mettre des scorpions dans leurs oreillers pendant qu'elles dorment. Voilà, et qu'elle n'écoute pas forcément. Et cette petite sœur est un peu plus perspicace que les autres, va vivre des aventures en parallèle de ces 2 grandes sœurs qui, elles, vont être plutôt liées par l'intrigue. Et elle raconte ses aventures dans un journal intime. Et bien sûr, les aventures de la petite vont rejoindre les aventures des 2 grands. Voilà. Franchement, ne loupez pas. Hein. C'est génial. Estelle, les Seigneurs Gwen. Alors moi, on est dans la fantaisie assez sombre. Donc c'est un peu gros. Et parce que c'est un an qui voit la chute d'un empire, d'un printemps à un printemps. On est dans une ambiance un peu Europe de l'Est, au tournant Moyen-Âge-Renaissance, mais simplement comme c'est de la fantaisie, ce qui est génial, c'est qu'on peut complètement étendre les distances. Donc il y a par exemple le Cernat-Tchernik, la capitale, qui est une ville grande comme un pays, avec au centre le palais d'Ambrever, qui est le siège des empereurs. Et on dit que certains soirs, quand le soleil se reflète sur sa façade,
Son rayonnement se voit jusqu'au fin fond de la steppe, c'est le rayon vert du crépuscule. Et évidemment, il y a les bas quartiers qui sont beaucoup moins beaux. Les bas quartiers avec les cimetières qui s'enfoncent dans le fleuve, et au fond du fleuve reposent les golems de glaise qu'autrefois animaient la magie des Essènes. Mais les Essènes ont renoncé au pouvoir des mots et l'ont déclaré hérétique. Il y a aussi autour de Cernalchernik une muraille qui est grande comme une colline. Et au-dessus de cette muraille, des conques qui n'ont plus jamais sonné depuis 10 siècles. Et on dit que quand elles sonneront à nouveau, ce sera peut-être un peu l'apocalypse. Voilà, ça c'est qu'une des parties de ce monde qui est donc assez immense, qui est beaucoup inspirée de tout ce qui est mythes, contes et légendes et folklore d'Europe de l'Est, que j'ai découvert notamment lors de voyages et beaucoup intéressé. C'est un moment aussi où on voit changer une civilisation. C'est le début des armes à poudre, même si elles ne sont pas utilisées par tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de préjugés dessus, et puis elles sont assez dures à manier. Si on n'a pas quelqu'un qui a vraiment un artificier, on peut se faire sauter soi-même plutôt que de faire sauter l'armée ennemie, c'est un peu ballot. Donc c'est le tournant aussi, c'est le début de l'imprimerie, c'est le début des livres qui circulent, des idées nouvelles, qui remettent un peu en cause les fondamentaux de l'Empire. Donc en gros, l'histoire de l'Empire, c'est que 1000 ans plus tôt, les Worms, les dragons d'ombre, asservissaient les hommes, et le premier empereur, Ardent le Pieux, avec le pouvoir de la lumière, qui est devenu le dieu local, a renversé les Worms et fondé l'Empire. Bon, évidemment, l'histoire, en vrai, elle est un peu plus compliquée, un peu moins claire. L'Empire donc dure depuis 10 siècles, croit qu'il va pouvoir durer 10 siècles. Et ça, c'est l'année qui raconte sa fin. Et ma touche personnelle, enfin ce à quoi je crois aussi en fantasy, c'est que cette fin va être amenée par 4 personnages qui ne sont pas du tout les héros archétypaux et que personne n'attendait et qui eux-mêmes attendaient absolument pas ça de même cette année-là. On leur aurait dit vous allez renverser un empire, ils n'y auraient pas cru. Et évidemment, ça va aussi complètement bouleverser leur vie. Voilà. Merci. J'espère que ça vous a donné envie, en tout cas, de les lire et de découvrir. Du coup, tu peux, Céline, revenir sur les autres finalistes. Puis ils sont là, donc on va en parler quand même. Oui, alors on a donc 2 Américains, Shadow of Magic, donc de V. Schwab chez Lumen. On a aussi La Faucheuse de Neil Shusterman, collection R. On a Rebelle, qui a très bien marché d'ailleurs aussi, de Oksana Hope, Les Benz Tunnel. On a Le Souffle de Midas d'Alison Germain, qui est aussi voilà, aux éditions du Chien Noir. Et Sirius, oui. Sirius de Stéphane Servant, chez les éditions Le Roerg. Donc c'est vraiment... C'est créé en parallèle, c'est un grand panel, et puis ce qu'on disait aussi, c'est éclectique en termes de cible de lecture. Oui, alors, c'est vrai que c'est classé Young Adulte. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce classement Young Adulte pour les sœurs Carmine, parce que bon, certaines personnes n'ont pas trouvé que c'était vraiment si Young Adulte que ça. Et finalement, dans les 7 finalistes, il y a plusieurs Young Adultes qui sont dans le même cas. Voilà, donc c'est pas... Enfin voilà, mais il y a eu du jeunesse comme du très adulte, avec Les Seigneurs de Bohème, qui, je crois, est le plus adulte, pour le coup. Voilà. Après, c'est toujours ce qu'on dit, hein, la littérature jeunesse dans le young adulte, c'est toujours à partir de... Mais bon... Oui. Mais bon, à partir de 15 ans, parce que young adulte, comme on dit toujours, c'est à partir de 15 ans, à peu près. Et c'est vrai qu'on a quelques jeunes hommes et jeunes femmes de 15 ans, est-ce qu'ils sont prêts à lire ça, des fois? Oui, il y a eu certains titres qui... bon, voilà, les jurys ont trouvé que c'était pas si jeunesse que ça, au final. Donc on était ravis, au contraire, c'est ce qui nous plaît le plus, donc il n'y a pas de souci. Juste pour l'anecdote, le texte des Sœurs Carmine à l'origine n'a pas été écrit pour du young adult, mais quand je l'ai proposé à mon éditeur, il lançait une collection jeunesse, un label plus exactement jeunesse, et m'a demandé de retravailler un peu le texte, ce que j'ai vaguement fait, donc je sais que c'est pour ça que ça reste accessible. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et ça, c'est bien. Je reviens donc, du coup, pour ce PLIP 2018, on est donc sur la fin de l'édition, là. Oui, maintenant, ça y est, c'est demain le vote, n'est-ce pas? J'ai encore des jurys qui... je crois qu'il y a la jury, je ne sais plus si tu... Ah oui, tu as... Bon, voilà, il y a des jurys qui ont déjà voté. Il y en a même plusieurs, en fait. Il y a... Voilà, demain, c'est le dernier jour. Et puis après, personne ne le saura à part les organisateurs, n'est-ce pas? Ils sautiraient avec des bonbons. Non, personne ne pourra nous faire dire quoi que ce soit.
Oui, non, mais non. Et voilà. Et ensuite, on a donc la remise de prix. Je peux dire que voilà, on aura la remise de prix le 13 octobre à Lyon, en présence d'Ariel, d'Estelle, de Rod Marty, de Mick Roberto Sanke et de Vincent Tassi et de Jean Vigne. Voilà. Qui seront là pour... Et Alison Germain, pardon, oui, je me disais, il me manque une finaliste. Mais voilà, qui nous font le plaisir et la chance d'être présents. D'ailleurs, Alison Germain, je dois dire qu'elle a beaucoup aidé à la communication d'ailleurs. Vous aussi, hein, mais Alison est quand même... elle est booktubeuse au départ. Elle a une grosse communauté. Et c'est vrai qu'on a la chance voilà, de pouvoir faire la remise de prix. Et c'est là qu'on va annoncer le gagnant. Et je ne dis pas comment ça se déroulera, mais on a une petite surprise à ce moment-là. Et j'espère que ça fera plaisir à tout le monde. Alors du coup, cette remise de prix, ça a été un peu un combat pour terminer. Ça a été un sacré challenge parce qu'en fait, on ne savait pas qu'on allait le faire. On a eu des situations qui ont fait que les organisateurs entre eux ne pouvaient pas savoir si oui ou non on allait le faire. Et au final, on a décidé un petit peu en juin. On a fait un questionnaire auprès tout simplement des jurés et puis de d'autres personnes qui ont tous voulu avoir la remise de prix en présence des finalistes, n'est-ce pas? Et donc, on a tout fait pour monter un dossier de sponsors, pour trouver des sponsors. Je remercie d'ailleurs tous nos sponsors qui nous ont beaucoup aidés, des maisons d'édition comme les éditions du Chat Noir qui nous ont aidés, Scrinéo, qui on avait, j'en oublie beaucoup hein, certainement, mais et Marabout, Gulfstream, Lynx, Castelmore aussi nous a aidés, Marathon Édition, je ne sais pas si on l'a dit. Les éditions du Petit Caveau, enfin il y a beaucoup de maisons d'édition qui nous ont aidés, qui ont cru en notre projet, et ensuite on a fait une opération Ulule. Donc moi j'étais plus du côté sponsor et Pauline s'est plus occupée du côté opération Ulule. Et Hélène, naviguée entre les deux, a beaucoup travaillé pour trouver aussi les sponsors et les auteurs, et voilà, c'est elle que vous avez d'ailleurs, je pense, contacté. Et maintenant on est à 98%, donc je pense qu'on peut dire que ça se fera. Elle se termine quand cette campagne? Dans 5 jours. Donc allez-y, on peut tous les dons à partir de 5 € sur Ulule, Oui. n'hésitez pas. Et donc la remise de prix sera ouverte à tous, hein, donc on ne fait pas exclusivement aux jurés. Donc, il suffira de s'inscrire pour dire voilà je souhaite participer, donc vous pouvez venir. Il y aura tous ces auteurs pour vous accueillir, n'est-ce pas? Et puis ça se fera dans une ambiance un peu... ça ne sera pas comme un salon, hein, il n'y aura pas de vente de livres, hein, ça sera plus... on navigue dans les flots et discuter tous ensemble, voilà. Il y a des auteurs qui parlent beaucoup dans le lot. Hein. Elle est tout au bout là-bas. On a fait le tour de la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? C'est une bonne opportunité, il faut foncer, être membre du jury, c'est vraiment une belle expérience. Je dois dire que ça a apporté énormément de choses, hein. Je pense même en relation, que ce soit entre les jurés eux-mêmes, je pense qu'on a une autre jurée présente derrière qui pourra en témoigner. Nous, en tant qu'organisateurs, on a été bluffés par certains jurés qui nous ont fait des vidéos incroyables et des articles aussi, des sacrés articles. Et puis l'accueil en fait des auteurs. Voilà. C'est vraiment une bonne expérience. En plus, on a un groupe quand même où on a bien échangé. Enfin, je pense en tant que juré. Voilà. Donc c'est une belle expérience. Soyez jurés, ce sera très bien l'année prochaine. Voilà. Merci à tous.